Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode d'Instinct, l'émission que plus personne ne regarde, et aujourd'hui on va répondre à une question. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation ? C'est connu qu'une bonne adaptation ne doit pas forcément respecter l'œuvre de base, et plutôt l'ambiance qu'elle véhicule, respecter l'esprit de l'œuvre de base. Un exemple assez connu, c'est le Total Recall de Paul Verhoeven. En plein milieu, il envoie chier l'histoire du livre de Kadik. Un bon film peut être une mauvaise adaptation, c'est pas des opposés. Par exemple, le film Final Fantasy The Spirit Within avait reçu des critiques car son histoire était apparemment trop éloignée de celle des jeux Final Fantasy, du fait qu'il n'y ait pas de magie entre autres. Alors que le film, pour moi qui s'endormis devant et qui ai vite fait jouer à 2 ou 3 jeux, il est clairement dans la continuité. Resident Evil, quand tu regardes le film, c'est un film d'action qui est très aérien, tu vois. Et en gros, si tu joues au jeu vidéo Resident Evil, l'habillage graphique du jeu peut faire penser à ça. C'est-à-dire que t'es quand même des militaires, il y a une invasion de zombies et il y a effectivement des chiens qui sautent et tu dois leur tirer dessus. Pour autant, quand ils jouent, tu galères à te déplacer. Il y a une rigidité dans le gameplay que tu peux pas comprendre si tu te contentes de regarder en fait ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Et en fait, une bonne adaptation, ça consisterait à retranscrire ça. Mais alors, si on peut adapter en s'éloignant de l'univers sans pour autant le trahir, parce qu'on reste dans la même ambiance, qu'est-ce que ça fait si on reprend des pans entiers du bouquin et qu'on les copie-colle tels quels dans le film ? Dans Instinct épisode 6, je parlais de Fahrenheit 451, et je disais que pour moi c'était une des 3 œuvres d'anticipation majeures de la littérature de la moitié du XXe siècle, avec Brave New World de Huxley et 84 d'Orwell. Et de ces 2 œuvres, il n'y en a qu'une qui a vraiment eu le droit à des adaptations sérieuses. Parce que non, je vais pas parler des téléfilms du meilleur des mondes. 1984 de George Orwell donc se passe en 1984 en Angleterre, unité de temps de Lyon-Néal. Écrit en 48 parce que bon, c'est malin comme titre, on inverse les chiffres. Et donc, comme pour un Fahrenheit ou beaucoup d'autres œuvres d'anticipation, on dépeint une société totalitaire. C'est le roman le plus connu d'Orwell, il a été un tel succès qu'aujourd'hui on utilise encore les expressions novlangue ou Big Brother qui en sont issues, et il a inspiré, je pense, la plupart des œuvres d'anticipation sorties après lui. Ouais, donc je me fous pas de vous, c'est pas un truc de merde. Winston travaille au ministère de la Vérité. En gros, il y a eu des guerres nucléaires, le monde est divisé en 3 pays, Eurasia, Estasia, Océania, qui se font tous la guerre. Londres est en Océania. Son travail, c'est de retoucher les archives, pour qu'elles collent toujours à la vérité actuelle, décidée par le gouvernement, régie par une figure, Big Brother. Et l'idée de Big Brother, c'est qu'il te surveille, dans ta maison, dans la rue, à ton travail. Big Brother is watching you, pour veiller à ce que tu restes dans les rails et que tu n'ailles pas rejoindre la rébellion incarnée par un certain Goldberg. Et dont certains ex-membres disant s'être repentis passent sur des téléécrans géants dans la rue et passent leur temps à boire dans des bars. Tous les personnages utilisent ce qu'ils appellent la double pensée, on accepte 2 points de vue opposés. On était en guerre contre l'Estasia, mais le parti décide qu'on a toujours été en guerre contre l'Eurasia. Ok. On éteint son esprit critique. Comme tout est falsifié, il n'y a de preuve qu'un événement s'est réellement passé que dans la mémoire des gens, et avec la double pensée, ils ne remettent rien en cause. Et comme pour un Fahrenheit, Winston va comprendre que le régime qu'on lui impose, niveau liberté, c'est pas ouf, et que je veux comprendre que c'est qui se passe. Et la population est contrôlée jusque dans ses pensées. Chaque maison est munie d'un téléécran, c'est une sorte d'écran géant qui est en fait une caméra, qui surveille les mecs toute la journée. Et Winston craint la répression de la police de la pensée. Au fur et à mesure de l'histoire, on va voir la délation au sein d'une même famille, des innocents accusés puis torturés, la langue qui se décompose et à qui on enlève des mots de jour en jour, le principe du novlangue dont je parlais. Bref, la dictature. Au milieu de ça, Winston se questionne, lui et la société qui l'entoure, jusqu'à un moment. Il commence par aller chez les prolétaires, abrutis par le foot et la bière pour éviter qu'ils pensent, pour résumer. Rien à voir avec la réalité, donc je vois pas du tout où ils vont chercher des idées comme chez un antiquaire, acheter une fois un cahier, une autre fois un joli presse-papier, bref, des objets subversifs et dangereux. Ouais, un presse-papier ça sert à rien. Donc pourquoi on le garderait dans une société où on veut pas que les gens pensent ? Les gens ont le droit de se reproduire, forcément, mais aimer, c'est s'attacher. Et on aime que Big Brother. Donc l'amour est un crime. Et un jour, une femme qui travaille à la Ligue anti-sexe, que Winston n'aime pas du tout, vient la voir et lui glisse rapidement un papier dans les mains. Il le lit discrètement, y est inscrit le message « Je vous aime ». Winston, en pleine quête de rébellion, va la rejoindre discrètement dans des lieux publics sans se faire remarquer. Et pour se voir et faire du fricoti-fricota, ce qui ne leur est donc pas autorisé, ils se rejoignent une fois par semaine tout au plus, au début dans la campagne, puis ils louent une chambre chez l'antiquaire. C'est joli, on voit des bombes tomber depuis la fenêtre. Ça marche un temps, ils s'aiment tous deux face au système dans un amour interdit. Oh, c'est beau. Baiser, c'est bien, mais le mieux pour se rebeller, c'est quand même de rejoindre la rébellion. Donc ils vont voir un membre du parti intérieur, donc un privilégié, O'Brien, que Winston suspecte de faire partie de la fraternité. Il va le voir avec Julia, il avait vu juste, c'est un très trop parti. Il leur fait parvenir par des moyens détournés, compliqués,
que je vous évite le livre de l'opposition, la Bible des chrétiens, le Mein Kampf des nazis. Et c'est un truc qui te fait rêver, De quoi? Hitler. Ça me... Ouais, j'aime bien. Non mais t'as C'est un gars bien. C'est un gars pour ça. Donc le livre de Goldberg. À partir de là, on spoil comme des vilains. Ils ont récupéré le livre et ont promis à O'Brien de faire tout et n'importe quoi contre le parti, notamment jeter de l'acide au visage de gamins et propager des maladies vénériennes parce que, bon, pourquoi pas, hein. Winston avec Julia, dans leur chambre interdite, ils s'enlacent, ils se disent qu'en réalité ils sont déjà morts et une voix leur répète. Elle parle de derrière le tableau au mur. Un téléécran y était caché. Ils sont observés depuis le début et cernés. Ils se font arrêter. La dernière partie se passe au ministère de l'amour, là où Winston se voit enfermé et rééduqué. C'est difficile à résumer. On ne sait pas combien de temps il y reste. Jours, semaines, mois. On ne lui donne donc pas à manger, on le tabasse pour qu'il avoue tout et n'importe quoi, même ce qu'il n'a pas fait. Il finit par voir arriver un jour O'Brien, qui en fait n'est pas un traître au parti, et par conséquent un traître. Ils le torturent à base d'électrochocs, sous la douleur, et ils le font douter de ses pensées les plus certaines contre le parti, comme le fait que l'Estasia soit devenu un allié et non un ennemi du jour au lendemain. Il sort de là totalement lobotomisé, il commence à se soumettre mais n'aime toujours pas Big Brother. On l'emmène donc à la chambre 101. Là-bas, on l'expose à sa plus grande peur, les rats. Il craque, renonce à Julia, ne l'aime plus, c'était la seule chose qui lui restait. Ils l'ont complètement détruit et en ont fait une coquille vide dévouée à Big Brother, attendant de se faire fusiller. Il devient un pilier de bar comme ceux qu'il regardait au début du livre, il attend la mort, il croise Julia, ils ne ressentent plus rien l'un pour l'autre, ils sont contents que le parti les ait repris et remodelés. La seule vision confortable pour Winston est sa table au bar et son verre toujours plein. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de guerre, juste le parti qui lance des bombes chez les prolétaires pour garder le peuple craintif et docile. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de fraternité et jamais eu de Goldberg, juste le parti qui traque les membres indésirables. Peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, puisque l'avenir s'annonce de plus en plus sombre. Ce roman que je viens de vous résumer a été porté 3 fois à l'écran. Une fois à la télé en 54, une autre fois au cinéma en 56, et une seconde en 84 avec John Hurt et Richard Burton, réalisé par Michael Radford. Et c'est à ce 3e film qu'on va s'intéresser aujourd'hui pour répondre à notre question. Le film est un film anniversaire. Il sort en 84, donc à la date où se déroule le roman, et il est tourné à Londres, dans les lieux cités dans le roman. Il essaye d'y être très fidèle, et selon moi, un peu trop. Si tout à l'heure j'ai résumé le livre plutôt que le film, c'est pour mettre en lumière quelque chose, c'est quasiment la même histoire à quelques variantes près. Winston va voir O'Brien sans Julia, O'Brien leur donne le livre de manière différente, mais sinon, c'est la même histoire. Des scènes entières du film reprennent mot pour mot le livre. Le truc, c'est que ça n'a aucun intérêt de faire ça. On n'adapte pas, ça rend un produit bancal. On prend pas un livre qui se lit en 12 heures, lui enlevant 10 heures de contenu, et laissant les 2 dernières heures quasiment telles quelles. On a donc un film qui raconte l'histoire d'amour entre 2 personnages dans un état totalitaire où c'est interdit. Mais réduit au minimum, ça donne n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai pris une citation de Karim Debache qui disait que pour lui, une bonne adaptation devait retranscrire ce qu'on ressent devant l'œuvre originale. Et quand je lis 1984, ce que je ressens, c'est le climat de paranoïa constant, l'amour des personnages et la peur de se faire prendre, lobotomiser, peur de la perspective d'avenir dépeinte qui fait froid dans le dos. Et si le film reprend mot pour mot certaines scènes clés du livre, elles perdent tout leur impact, car le chemin qui nous y a mené disparaît, et donc émotionnellement, on ne ressent ni amour ni peur. Prises indépendamment, les scènes d'arrestation ou de torture sont très bonnes, mais elles n'ont pas l'impact qu'elles devraient avoir replacé dans le film. C'est très rapidement évoqué que les téléécrans surveillent Winston. Et plutôt que d'expliciter ça dans la première demi-heure du film, avant qu'il rencontre Julia, on préfère reprendre le passage du livre où il va voir une pute chez les prolétaires. Ou la scène où il écrit dans un carnet qui ne refait jamais surface et est donc dispensable. Dispensable comme les voix off, qui sont là au début et ne reviennent jamais. Soit on les inclut, soit on les inclut pas. Là, c'est juste bizarre. C'est pareil, si on n'a pas le temps de s'attarder sur tous les détails du livre, pourquoi est-ce qu'on inclut les collègues de travail de Winston? Je veux dire, ils ne sont en rien central au récit, on aurait pu faire le même film mais sans. Par contre, l'idée de la double pensée, le fait que c'est peut-être le parti qui simule une guerre, ou que ce dernier aurait inventé la fraternité, est complètement passé sous silence. Alors que c'est quand même le fond de l'œuvre. Si le livre inclut la double pensée, c'est pour justifier cette amnésie collective dont tout le monde semble atteint sauf Winston. Le film a juste l'air complètement con à ce niveau-là. Mais oui, mais forcément, on a décidé de remplacer ça par un extrait de flashback dont on a enlevé tout le contexte et qui n'a donc aucun sens. Mais bon, hein. Un film, c'est pas un livre. On doit faire un effort d'adaptation, parce que sinon on se retrouve avec ça. Une bonne adaptation doit se dissocier de l'œuvre de base. Le film veut rendre hommage plus que de raison. Si les mecs qui l'ont fait avaient passé plus de temps à essayer de comprendre l'œuvre de base, plutôt qu'à jouer à rendre hommage et à tourner au lieu où le livre a été écrit, on n'aurait pas eu ça. Pour moi, ce film est raté. L'exemple parfait de quelque chose qui aurait pu être bon, mais qui ne l'est manifestement pas.
La photo est cool, certains designs sont sympas, Julia ressemble à du pâté Whiskas mais c'est pas grave, et certaines idées sont plutôt cool, comme les flashs de la porte de la salle 101 qui emmène dans un vaste champ qui revient tout au long du film, surtout pendant les scènes de torture et qui est plutôt bien trouvé. Le film aurait même pu se lâcher et partir dans des délires visuels pour les scènes de torture. La musique composée par le groupe Eurythmics marche plutôt bien et donne une vraie ambiance sur certaines scènes, même si sur d'autres c'est carrément foiré. Donc 1984, c'est un film qui aurait pu être bon, mais qui n'a pas su suffisamment se séparer de l'œuvre de base, et du coup ça le rend bancal. Dommage. Espérons que l'adaptation prévue pour 2019 sera meilleure par Paul Greengrass. Ok, je veux bien être sympa, mais je vois pas comment ne pas avoir peur quand c'est monsieur je fais trembler ma caméra qui est aux commandes. Une bonne adaptation retranscrit plus l'ambiance d'une œuvre que le scénario exact. C'est le dernier épisode d'Instinct, après ça y a plus rien. Je vais pas pleurer, personne n'a regardé la série. A plus. Du coup, tu pourras pas finir ta série? Non, je suis déçu, mais j'aurai d'autres occasions. J'aurai d'autres meilleurs projets. Je vais pas arrêter de faire des vidéos à cause d'un projet qui était déjà mal barré au début et que j'ai pas su faire. Je pense pas. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. Diamonds are forever. Sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. For when